quelle est la probabilité que tu regardes cette vidéo? Chaque minute, plus de 2500 vidéos sont ajoutées sur YouTube. Si on ajoute à ça la compétition sur ta page d'accueil, avec les milliers d'autres contenus qui se battent pour capter ton attention, tu te doutes bien que les chances que tu cliques sur le bouton play sont très fines, voire quasi nulles, et dépendent d'un enchaînement de paramètres difficilement mesurables pour le commun des mortels. Pourtant tu es là, et cet événement au demeurant hautement improbable vient de se réaliser. Et c'est comme ça pour l'immense majorité de tes décisions. Tu prends une seconde pour te projeter. Demande-toi quelle a été la séquence logique complète qui t'a amené aujourd'hui dans le lieu où tu te trouves. Pas facile, hein? Même si notre cerveau a tendance à gommer cette complexité sous-jacente pour passer en mode automatique, notre existence même est infiniment plus intriquée, et l'ensemble de nos choix conscients ne sont qu'une résultante d'une somme d'autres décisions, de portes fermées, de revoir, et même d'adieu. Mais du coup, est-ce qu'il y a une logique dans tout ça? Quel est le but? Si tout semble déjà joué par la suite des décisions passées, pourquoi bon continuer à évoluer et à se projeter? Eh ben, cette question, je me la suis posée, et je me la pose encore, sans forcément y trouver une réponse satisfaisante. Et ça fait mal. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps. On va les creuser de manière rationnelle. On va s'inspirer de ceux qui ont trouvé leur réponse, et on va avancer ensemble dans notre compréhension de soi et de ce qui nous entoure, pour enfin apprendre à apprécier le temps qui passe. Le temps est un concept immatériel et très compliqué à appréhender de manière rationnelle. On a des montres, des horloges, des réveils. Pourtant, une heure à côté de celui ou de celle qu'on aime peut s'évaporer en un instant, là où 15 minutes en réunion ou dans les bouchons semblent durer des heures. Bien que nos sens nous permettent de voir, d'entendre et de sentir, on ne dispose pas de récepteurs sensoriels spécifiques pour percevoir le temps. Cette quête de sens au sujet du temps et de sa perception remonte même à l'Antiquité. Dans le livre 11 des Confessions, Saint Augustin se posait déjà la question suivante. Qu'est-ce donc le temps? Qui en saurait donner facilement une brève explication? Si personne ne me le demande, je le sais. En revanche, si quelqu'un pose la question et que je vais l'expliquer, je ne sais plus. Difficile alors de poser des mots sur les dilatations qui peuvent survenir et distordre notre perception du temps qui passe. Mais est-ce un mal en soi? À une époque où l'on cherche à rationaliser ses journées, à être productif, accompli, à ne pas perdre son temps, ne vaut-il pas mieux être un simple voyageur qui navigue au gré des vagues et des creux dans l'océan des grains du sablier? J'ai toujours eu horreur du vide, de l'ennui, constamment en train de remplir mes journées avec des activités, de peur de perdre mon temps. Angoisse renforcée par les discours qui nous invitent à adopter un rythme de vie qui ne valorise que la productivité et qui dénigre l'oisiveté. Mais à toujours remplir constamment l'espace disponible, on tue la place à l'imprévu. On supprime la sérendipité. Bref, on automatise le passage du temps. Il devient monnaie que l'on échange contre des accomplissements. Loin de moi l'idée de penser qu'il faut passer sa vie à observer les étoiles, tel un éternel rêveur, mais il est primordial de jouer à l'équilibriste entre temps de projection et temps de réflexion. Projection dans la création, dans le faire et dans la réalisation de soi et de ses projets. Réflexion dans la nuit, dans le repos et dans l'acceptation de soi et de ses pensées. J'ai pas le temps, je perds mon temps. T'as vu le temps que ça prend? Autant de pensées limitantes qui rabaissent la condition humaine à une simple course vers l'avant, où à la fin, personne ne gagne. Alors ok, je pense que je comprends un peu. Le temps peut aussi bien être un monstre invisible qui nous court après, comme dans un mauvais rêve, ou bien une douce mélodie qui rythme nos vies. Le temps qui passe, c'est avant tout une chance. La chance de se dire que chaque instant est une goutte de souvenir en devenir, qu'elle soit la première perle d'un grand collier, ou bien la poussière d'étoiles d'une après-midi d'ennui. Il n'y a pas d'échelle de valeur dans la consommation des secondes. S'enlever cette culpabilisation, c'est redevenir enfant. Vous vous souvenez, non? Ces après-midi allongés sur le grand tapis de sa chambre, à construire des châteaux imaginaires, à détruire des murailles, à combattre des dragons. Cette naïveté de se dire que seul le moment présent compte, et que le plaisir d'agir et d'imaginer est au-dessus de tout. Je pense qu'on devrait tous s'en souvenir, plus souvent. Essayer de retrouver ces sensations que l'on pouvait ressentir. Car on est tous encore un peu ce gosse, qui pédale à s'en faire péter les poumons, au bord des champs de maïs, en fin d'après-midi d'été. Rien ne nous empêche d'aller lui parler à ce nous du passé, lui dire que maintenant c'est moins drôle, moins sincère, et lui demander comment il fait. Comment il fait pour ne pas penser à l'après ou à l'avant? Car après tout, la vie n'existe que dans l'instant présent, non?
If you live in the future, you're anxious. If you live in the past, you're depressed. If you live in the now, you're happy. L'existence se résumerait-elle à l'instant présent, où tout ce qui est réel se manifeste? Les événements passés ne sont que des souvenirs ou des enregistrements de ce qui a été, et le futur n'est qu'une projection mentale basée sur des anticipations et des prédictions. Cette perspective suscite des questions profondes sur la nature de la réalité et de l'existence, remettant en question notre compréhension conventionnelle du temps et de sa linéarité. Mais pourquoi on a tant de mal à appréhender sereinement le passé et le futur, sans y projeter nos craintes et nos angoisses? Parlons du passé. Chaque instant que l'on vit prendra une place dans notre immense disque dur de souvenirs, stockés dans notre cerveau. Mais ces souvenirs, aussi précis soient-ils, ne sont accessibles qu'en lecture seule. Contrairement à nos ordinateurs, qui possèdent cette capacité magique à venir réécrire des parties entières de leur mémoire, il nous est impossible de faire de même. Alors, les souvenirs peuvent devenir des chagrins. La nostalgie peut être teintée de bleu, et se remémorer le passé peut provoquer un profond mal-être. Moi le premier, je m'autoflagelle souvent à me projeter dans des souvenirs, en imaginant ce qu'ils auraient pu devenir si j'avais agi autrement. Un confort d'autant plus douloureux, lorsque les affres du temps commencent à nous faire oublier certains détails de ces moments, rendant leur visite encore plus abstraite. Alors comment faire pour ne pas vivre dans le passé? Comment se servir de nos souvenirs comme d'un moteur, plutôt que comme d'un poids? J'ai trouvé une analogie qui m'aide à prendre avec plus de légèreté les souvenirs que je conserve. Pour moi, chaque souvenir est comme l'épisode d'une bonne série, que je peux choisir de regarder à ma guise. Quand je suis triste, et que je vais me remonter le moral, je repense à des moments qui m'ont procuré de la joie. Et quand je suis mélancolique, et que je cherche des nouvelles perspectives, je me replonge dans cette soirée où j'ai compris que l'amour ne durait qu'un temps. Et je regarde ces personnages jouer leur propre rôle, du point de vue neutre d'un spectateur. Bien entendu, ça me procure des émotions. Je vis mon souvenir. Mais dès qu'il est fini, je le range, dans son armoire, en prenant bien soin d'imprimer une dernière fois le résumé dans ma mémoire. On a chacun notre bibliothèque de moments, ordonnée par émotion, par lieu, par protagoniste. Certaines ailes sont plus vides que d'autres, là où des étagères peuvent déborder. Mais je reste un simple spectateur de ces moments. Je ne suis ni acteur, ni réalisateur. Je n'ai pas en mon pouvoir la capacité d'agir. Et c'est dans cette limite que j'apprécie encore plus ce petit Netflix de ma vie. Sans regret, sans remords, tout est bien plus simple. Et cette lucidité me permet aussi d'en tirer des leçons, d'apprendre seul, de grandir en quelque sorte. Ce passé que j'ai vécu, je ne le vivrai plus. Mais comme des petits cailloux semés derrière mon passage, je n'hésiterai pas à m'en servir pour construire mes souvenirs de demain. Ok, maintenant qu'on a mis de côté notre passé, voyons ce que le futur nous réserve. On peut voir le passage du temps comme une chute depuis un début, que l'on appelle naissance, avant laquelle nous n'avons pas conscience de ce qui nous entoure, et ce vers une fin, dont nous ignorons tout. Cette chute inexorable, linéaire et inviolable, nous entraîne de présent en présent, construisant un passé, lorgnant sur un futur. Et sommes-nous même capables de ralentir cette chute, de la stopper, voire même de l'inverser? C'est le postulat du voyageur imprudent, livre de Barjavel, formidable terrain de jeu qui nous permet de questionner notre perception du temps et notre appréhension d'un futur. Au début de l'œuvre, en ingurgitant des pilules, le personnage principal peut faire un bond dans le passé ou dans le futur, d'une heure, d'un jour, d'une semaine, d'un mois ou d'un an. Et tout cela dans les limites du tunnel qui relie notre naissance à notre fin. Prendre le risque d'un saut dans le futur, c'est envisager l'éventualité où sa fin se produit, plutôt que prévu. Et c'est probablement ça qui fait la beauté de notre futur. L'imprévu, la sérendipité, le hasard qu'il nous réserve, dans les bons comme dans les mauvais instants. Accélérer dans le futur, c'est aussi se priver d'une infinité de présents. Cette fois-ci, j'aime bien voir le futur comme un jeu de cartes que je peux battre à ma guise. Quand on mélange un jeu classique de 52 cartes, l'ordre que l'on obtient est l'une des combinaisons possibles parmi cette valeur, soit un nombre long de 68 chiffres. Même si toute l'humanité avait passé son temps à mélanger les cartes depuis les 1000 dernières années, on resterait très loin de cette valeur. Pour moi, le futur c'est tirer une nouvelle carte, en ignorant laquelle c'est. J'ai le droit de rebattre mes cartes quand je veux pour modifier mon futur, j'en suis pleinement conscient. Mais je ne saurai jamais sur quelle combinaison je suis tombé. Et qu'est-ce que la 10e ou la 24e carte du paquet me réserve. En planifiant et en prévoyant, je peux avoir la sensation de prendre de l'avance et de regarder les cartes du paquet avant de les tirer. Mais un simple changement présent peut me forcer à rebattre les cartes, laissant à mon futur la possibilité d'une disposition parmi l'infini.
Alors maintenant, lorsque je m'angoisse en me demandant si tel ou tel événement va bien se passer, m'être profitable, si j'ai mis toutes les chances de mon côté, je me dis que, aussi bien préparé que je puisse être, il suffit d'une petite brise pour rebattre les prochaines cartes et m'offrir une nouvelle perspective sur les événements futurs. Et je dis bien offrir, car j'essaie de me dire qu'il s'agit plutôt d'un cadeau que d'une malédiction. Loin de moi l'idée de croire à un déterminisme complet, qui peut apporter son lot de questionnements et de pensées délicates. J'aime juste me dire que je joue aux cartes avec mon futur, en mettant tout en place pour préparer un jeu qui me convient, avec les informations dont je dispose, et que j'accepte sans broncher que le futur vienne mélanger mon paquet, si bien ordonné. Je vois plutôt ça comme une opportunité, un nouveau défi, qui, si ça se trouve, m'apportera une combinaison de vie encore plus originale et appréciable. Et puis, si on connaissait toutes les cartes, est-ce que le futur serait toujours aussi enivrant ? Ce heureux hasard nous offre le luxe de retirer ces épées de Damoclès au-dessus de nos têtes et nous engage dans une infinité de demain, desquels nous pourrons tâcher d'en tirer une vie épanouie. Tant qu'on parle du facteur chance, ne serait-il pas intéressant de mieux comprendre son impact dans le succès ? Tant et si bien que le succès se mesure, mais ça c'est une autre question. Nos sociétés ont tendance à valoriser une méritocratie, où les gens talentueux et travailleurs auraient systématiquement un avenir radieux à leur disposition. Mais n'est-ce pas complètement inverse à la conception hasardeuse du futur que nous avons mise en évidence ? Quelle est la part de chance dans la réussite d'un individu ? Et surtout, quelle proportion la chance possède comparée au talent lorsqu'il s'agit d'accomplir des projets dans sa vie ? Les personnes qui réussissent le mieux dans la société sont-elles simplement les personnes les plus chanceuses ? Eh bien cette question, des scientifiques ont tenté d'y répondre. 2 physiciens italiens se sont associés à un économiste pour effectuer la toute première tentative visant à quantifier le rôle de la chance et du talent dans la réussite d'une carrière. Ils ont modélisé des individus sur la totalité de leur carrière, donc sur une période de 40 ans, entre 20 et 60 ans. Sur cette période, ils seront confrontés à une suite d'opportunités qui leur permettront d'acquérir du succès en cas d'une issue favorable, ou au contraire d'en perdre en cas d'une issue défavorable. Ils ont ensuite donné à chacun de ces individus un score de talent aléatoire. Ils ont défini le talent comme tout ensemble de caractéristiques personnelles permettant à une personne d'exploiter des opportunités chanceuses. Dans cette simulation, le talent peut inclure des traits tels que l'intelligence, les compétences, la motivation, la détermination, la pensée créative ou bien l'intelligence émotionnelle. Avec cette définition, les personnes les plus talentueuses auront plus de chances de tirer le meilleur parti d'une opportunité donnée et donc de maximiser le succès en cas de réussite. Tous les agents ont commencé la simulation avec le même niveau de succès, à 10 unités. Tous les 6 mois, les individus étaient exposés à un certain nombre d'événements chanceux et à un certain nombre d'événements malchanceux. Chaque fois qu'une personne rencontrait un événement malchanceux, son succès était réduit de moitié. Et chaque fois qu'une personne rencontrait un événement chanceux, son succès doublait proportionnellement à son talent, pour refléter l'interaction réelle entre le talent et l'opportunité. Bien, sur cette base, quels ont été leurs résultats ? À la fin des 40 ans, le talent était bel et bien réparti uniformément sur la population, selon une loi normale. Mais le succès, quant à lui, n'était pas du tout réparti de la même manière, comme on aurait pu s'y attendre. Les 20 individus les plus performants détenaient 44% du montant total de succès, tandis que près de la moitié de la population restait en dessous de 10 unités de succès. Même si une telle répartition inégale peut paraître injuste, elle pourrait être justifiable s'il s'avérait que les personnes ayant le plus de succès étaient effectivement les plus talentueuses et compétentes. Alors qu'a trouvé la simulation ? D'une part, le talent n'était pas sans rapport avec le succès. En général, ceux qui avaient le plus de talent avaient une plus grande probabilité d'augmenter leur succès en exploitant les possibilités offertes par la chance. Les agents les plus performants avaient pour la plupart un talent au moins moyen. Le talent comptait donc. Cependant, le talent n'était certainement pas suffisant, car les individus les plus talentueux étaient rarement ceux qui réussissaient le mieux. En général, les personnes médiocres mais chanceuses réussissaient beaucoup mieux que les personnes les plus talentueuses mais malchanceuses. Les agents les plus performants étaient généralement ceux qui avaient un talent légèrement supérieur à la moyenne, mais qui avaient beaucoup de chance dans leur vie. Même un grand talent devient inutile contre les affres de la malchance. Et nous, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour mieux apprécier le temps qui passe ? En premier lieu, il faut justement être capable d'apprécier le chemin, plutôt que de désirer à tout prix l'objectif. Hors de notre portée, ce dernier est lié à des milliers de variables, certaines dans notre contrôle et d'autres qui nous échappent, complètement laissées au hasard. Alors profitons de l'instant présent, de chaque petit pas vers ce but, car ce sont ceux qu'on le contrôle.
enjoying the passage of time. That's it. It's enjoying the passage of time. The chances of this happening are incalculable. And yet we're here and we have this shot and we're breathing and we're healthy and this is incredible. Enjoying the passage of time is about all I got, and it's enough. Ne tirer de la satisfaction que dans la réussite, c'est se mettre dans une situation de servitude où notre bonheur est dépendant de facteurs externes. On néglige le chemin, on attend la réussite et on se sent vide une fois dépassé. Viser un but ambitieux n'est pas pour autant une perte de temps. Il faut simplement le faire en connaissance de cause, en sachant que ce n'est qu'un moyen pour avancer, mettre un pied devant l'autre, et que peu importe l'issue, bien souvent hors de notre contrôle, le principal reste avant tout dans l'appréciation du temps qui passe. En résumé, ne mettez pas votre passion dans une idée, mais dans le processus de création. So if you're watching a movie and you're really enjoying it and someone points out that this will end eventually, do you just go, oh, forget it then, what's the point, and just turn it off? No, because I can watch it again. Well, I think life is precious because you can't watch it again. Et si c'était ça la morale de cette histoire, la vie ne serait-elle pas la plus belle des séries? Celle que l'on ne peut voir qu'une seule fois, sans connaître le nombre d'épisodes. Peut-être quelle est là notre réponse. Savoir apprécier le temps qui passe, c'est avant tout cultiver la rareté du quotidien. Reconnaître que chaque situation, aussi banale semble-t-elle, est unique et ne se produira plus jamais dans les mêmes circonstances. Apprendre à apprécier les moments de paix, s'y réfugier quand la vie semble plus noire. Laisser couler son esprit, voyager intérieurement, profiter de l'oisiveté sans culpabiliser de prendre du retard. Se lancer des défis, rebattre les cartes, aller de l'avant en appréciant le chemin au même titre que la destination. C'est se dire que ces 20 minutes passées avec vous sont un partage, un échange, une connexion improbable mais pourtant bien réelle. Toi qui as cliqué, au hasard de ta journée, sur cette vidéo. Toi aussi tu disposes de ce super pouvoir, celui de prendre ce que la vie t'offre et de le rendre beau, de le chérir tant qu'il est encore dans tes mains. Et d'une certaine manière, j'éprouve un confort apaisant en me disant que chaque instant qui compose mon présent sont autant de pierres et que seul moi peux décider si elles seront précieuses. Alors allons-y et remplissons nos coffres à souvenirs de toutes ces richesses, qu'elles soient évidentes ou non, qu'elles paraissent fantastiques ou banales. Au bout du compte, c'est à toi et toi seul qu'elles appartiennent. So that's why you should do everything you love with passion, you know? Treasure the few years you've got because that's all there is.